Noël, un temps de recueillement. Placé en 2020 sous le signe de l'angoisse, à l'heure où plane, omniprésente, l'ombre du coronavirus. La peur de la maladie pèse lourdement sur les commerces. Les achats de Noël se chiffreront-ils cette année encore en milliards? Qui en profitera? La crise du coronavirus a encore accéléré un véritable changement structurel, en particulier dans les centres urbains. Pour que nous puissions nous procurer tout ce qui nous semble indispensable pour Noël, d'innombrables personnes doivent travailler d'arrache-pied. Sont-elles payées en conséquence? Non, je ne suis pas bien payé du tout. Pour nos sapins de Noël, des cueilleurs de pommes de pin grimpent à des hauteurs vertigineuses. Et pour nos cadeaux, ce sont les livreurs de colis qui risquent leur santé physique et morale. C'est très dur pour nous moralement. D'abord parce que nous avons affaire à des gens qui nous exploitent. Et ensuite parce que nous sommes loin de notre mère. Cette année, certains se sentiront seuls pendant les fêtes. Et vous, ça va? Ça va. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi cette nuit. Bon, vous êtes en forme? Ah ben, À peu oui, près. il le faut bien. Hein. En cette période de l'Avent, les routes sont prises d'assaut par les véhicules de livraison de colis. Un cadeau de Noël sur deux est désormais acheté en ligne. Bien souvent sur Amazon. En Allemagne, la plateforme réalise environ 48% du chiffre d'affaires global du e-commerce. Et le géant de la vente en ligne livre de plus en plus de colis lui-même, s'imposant sur le marché déjà très concurrentiel de la logistique et du transport. Résultat, les transporteurs rivalisent de plus belle sur le dos des livreurs. En voici un qui désire rester anonyme par peur de son employeur. Nous l'appellerons Nicolae. En décembre 2019, il travaille pour un sous-traitant d'Amazon. En partant à 8h30 du matin et en terminant à 22h30, ça fait 14 heures de travail. 10 heures les jours les plus calmes. Et ce rythme effréné, il doit le tenir 6 jours par semaine. Aujourd'hui, il a plus de 180 colis à livrer. Nous sommes à 4 jours de Noël. Quand il nous reste des colis en fin de journée, les patrons nous demandent « Pourquoi t'as pas livré ça ?» Parce que les gens étaient pas chez eux. Pourquoi t'y es pas retourné 1 fois, 2 fois, 1000 fois? Parce que je ne suis qu'un homme, je peux pas humainement faire plus. Tu devrais, sinon la porte est là. Le nombre de colis grimpe en flèche. En 2019, on en comptait 3,65 milliards en Allemagne. Cela fait 10 millions par jour. Selon les pronostics, leur nombre atteindra les 3,8 milliards en 2020. En France, la même année, le nombre de colis expédiés est un peu plus modeste, 1,21 milliard, soit environ 3 millions par jour. Mais en ces temps de coronavirus, les Français achètent à leur tour davantage en ligne. Pronostic pour 2020, plus de 1,45 milliard de colis. Au cours des dernières années, la montée en puissance de ce secteur, déjà caractérisé par une main-d'œuvre bon marché, a encore fait baisser les salaires. À l'heure actuelle, la tendance est au recrutement du personnel venu de pays de plus en plus lointains. Nicolae vient d'Europe de l'Est. Il gagne 80 € par jour, principalement en noir. Est-ce qu'Amazon est au courant? Mystère. De nombreux sous-traitants s'affranchissent allègrement de leurs obligations telles que l'affiliation à l'assurance sociale et le salaire minimum. Un état de fait que déplore l'entreprise Verdi. Amazon a une politique antisyndicale et hostile aux travailleurs. Le groupe ne respecte pas notre système salarial. Il bafoue le droit des comités d'entreprise. Amazon n'est plus seulement une plateforme de vente par correspondance, mais aussi une créatrice de contenu qui monte en puissance sur le marché. Quand on s'y intéresse d'un peu plus près, c'est assez effrayant. Nicolae espérait trouver un bon travail en Allemagne. Mais force est de constater qu'ici, il est traité comme un employé de seconde classe.
Que ces colis soient à livrer, je veux bien le comprendre. Mais à quel prix? On est juste là pour permettre à Amazon de faire ses affaires. Autrement dit, pour permettre à un grand groupe de faire des trucs pas très nets, comme engager des sous-traitants qui sont pas réglo. Et Amazon le sait très bien. Je comprends pas comment on peut les laisser faire. Alors qu'ils sont clairement pas bien intentionnés et qu'ils respectent pas leurs employés. C'est ça qui me déçoit. Nous avons soumis ces reproches à Amazon Allemagne. Et voici la réponse que nous avons reçue. Nous vérifions régulièrement si nos partenaires respectent les lois en vigueur. Par exemple sur le respect du salaire minimum et sur le temps de travail. L'entreprise prétend prendre des mesures immédiates contre les partenaires qui ne répondent pas à ses attentes et prouver chaque jour qu'on peut être un employeur juste et responsable, même sans convention collective. Entre-temps, Nicolae a changé d'employeur. Une fois les fêtes de Noël passées, il n'a plus reçu de commande du sous-traitant d'Amazon. Il a trouvé un emploi dans un autre pays. Retour à l'automne 2019. Nous partons 3000 km plus loin sur les traces de nos arbres de Noël. Presque tous les sapins de Nordman vendus en Europe viennent des arbres qui poussent près de la ville d'Ambrolaori, en Géorgie. À cheval sur l'Europe et l'Asie, la Géorgie est un pays pauvre où plus d'un habitant sur 3 est sans travail. C'est là-bas qu'en septembre, on cueille les pommes de pin qui alimentent le marché européen du sapin de Noël. Pour cela, il ne faut pas avoir le vertige. Ces arbres majestueux déploient leurs fruits à des hauteurs situées entre 20 et 60 mètres. Un grimpeur professionnel est envoyé sur place pour apprendre aux cueilleurs locaux à escalader les conifères en toute sécurité. L'équipement est fourni, mais personne ne vérifie s'il est systématiquement utilisé. Guillaume Anzelidze grimpe depuis 30 ans à la cime des sapins de Nordman. En principe, on se sert d'une corde pour atteindre les premières branches. La ceinture de sécurité, on ne l'utilise qu'une fois en haut. De leur propre aveu, les cueilleurs ne respectent que rarement les consignes de sécurité qui les ralentissent. La dangerosité de la cueillette est volontiers épinglée par un concurrent danois qui dénonce le trop faible investissement des entreprises locales dans la prévention des accidents. Nous y travaillons. Nous ne sommes peut-être pas encore au niveau des entreprises allemandes, mais nous tendons vers les mêmes standards. Aujourd'hui, je pense qu'on a déjà des conditions de travail plutôt bonnes en Géorgie. Mais c'est vrai qu'on peut faire encore mieux. Cela dit, je n'accepte pas les reproches qui nous sont faits. Nous ne mettons pas la vie de nos employés en danger. Nous n'avons aucun accident à déplorer à ce jour, aucun mort et aucun blessé. C'est une mauvaise année pour les cueilleurs géorgiens et leurs patrons. En septembre, seule une entreprise danoise a de quoi remplir quelques sacs dans son secteur. Les sacs sont étiquetés afin de pouvoir certifier l'origine des pommes de pin. Les pommes de pin géorgiennes ont la réputation d'être d'excellente qualité. Lorsqu'arrive l'heure de la récolte, Misha Burugidze et Kivi Japaridze partent monter le camp dans la forêt où ils resteront 3 à 4 semaines. Ils emportent avec eux des bidons d'eau et de gazole pour se débarrasser de la résine de pin. Voilà notre tente. Ça, c'est mon sac de couchage. Et on a quelques couvertures bien chaudes. Avec tout ça, on est prêt à affronter le froid. Regardez. Si jamais les températures chutent, on a de quoi se tenir au chaud. Les deux hommes cueillent des herbes pour se faire des infusions. Tout le reste, ils l'ont emporté avec eux. Ces quelques semaines en forêt sont cruciales pour Misha, dont la famille entière, sa femme et ses 4 enfants, dépend du revenu qu'il tire des pommes de pin. Nous sommes satisfaits de notre salaire. Un sac contient environ 30 kilos de pommes de pin. Et si je remplis 2 à 3 sacs par arbre, je gagne entre 60 et 90 laris. C'est une belle somme pour nous. En moyenne, cela équivaut à 27 € par sapin. Et les deux hommes viennent à bout de 4 arbres par jour.
On n'imagine pas un Noël sans sapin. Voilà plus de 500 ans que cet arbre est le symbole des fêtes de fin d'année. Il s'en vend près de 7 millions par an en France et jusqu'à 30 millions en Allemagne. Gunther Hirschfelder est spécialiste en études culturelles à l'université de Ratisbonne. À Noël, le sapin est au centre de tout. Et cela se comprend aisément, pour deux raisons. La première, c'est que le sapin de Noël n'a pas de connotation spécialement chrétienne. Aujourd'hui, une symbolique trop fortement chrétienne ne toucherait plus l'ensemble de la population. La deuxième, c'est que si l'on observe les schémas de consommation au fil de l'année, un modèle ne perdure que si le motif des achats peut se réduire à un seul et unique élément symbolique. Et à Noël, c'est le sapin. Cette année, malgré leurs décorations lumineuses, les villes font triste mine. Seule une toute petite partie des marchés de Noël ont été autorisés. Ces marchés qui, en temps normal, attirent tant de flâneurs avec leur ambiance festive. Les marchés de Noël ont toujours été très dynamiques. Qu'ils aient un rapport direct avec Noël et sa symbolique chrétienne, ou qu'il s'agisse simplement de marchés d'hiver. Un hiver imaginaire complètement dénué de la symbolique chrétienne, mais dont l'atmosphère féerique est propice aux achats. En 2019, le marché de Hanovre a accueilli quelques 2 millions de personnes. Idem pour celui de Strasbourg. En France comme en Allemagne, les marchés de Noël ont engrangé des milliards d'euros. Les stands de produits artisanaux sont rarement ceux qui profitent le plus de ce succès. Nous achetons notre cuir en Allemagne. Nos prix de revient sont donc très élevés et nos marges réduites. Si on rapporte nos revenus à un salaire horaire, il s'avère dérisoire. Enfin bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis l'un des rares artisans qui s'en sortent encore au marché de Hanovre. Les marchés de Noël sont également importants pour les boutiques des centres-villes, car ils attirent les clients qui en profitent pour faire d'autres courses, plutôt que de tout commander en ligne. Cette année, le coronavirus est un vrai coup dur pour le commerce de détail. Les achats à distance ont connu un essor fulgurant pendant la pandémie. Résultat, en Allemagne, 50 000 magasins sont au bord de la faillite. Le secteur du jouet souffre tout particulièrement de cette situation. Heinz Lehmann avait 19 magasins de jouets en Allemagne. Il n'en a plus qu'un seul. Si on ne vend rien à Noël, on ne vend rien le reste de l'année. Nos affaires, on les fait en grande partie dans les semaines qui précèdent Noël. Malheureusement, dans notre secteur, ce qui se passe, c'est que l'industrie du jouet prospère. Elle est en pleine croissance, mais les ventes ne se font plus en magasin. Les commerces traditionnels sont en perte de vitesse. Nos chiffres s'écroulent. En Allemagne, les revenus du commerce en ligne ont augmenté de 59,2 milliards d'euros en 2019, pour atteindre le chiffre d'affaires global de 543,7 milliards d'euros. Avec la crise sanitaire, il a encore augmenté de 16%, un taux de croissance dont le commerce de détail ne peut que rêver. En France, les revenus du commerce en ligne ont dépassé les 100 milliards d'euros en 2019 et on prévoit une augmentation de 8% d'ici 2021. Plusieurs générations d'habitants de Hanovre ont acheté leurs jouets dans les magasins de Heinz Lehmann et son associé Volker Schäfer. Ça fait un peu mal au cœur quand on y pense. Mais c'est comme ça. Les schémas de consommation changent. Dans le secteur des jeux de société, les marges sont très réduites et les produits sont exactement les mêmes partout. Si je veux les colons de Catan ou Carcassonne, ou que je les achète, ce seront les mêmes. Parfois, les gens viennent en magasin se faire conseiller, puis ils rentrent chez eux et achètent les jeux en ligne. Ou alors, ils les achètent directement en ligne, sans passer par la case magasin. Le e-commerce a vraiment gagné du terrain. Si on préfère encore acheter ses vêtements en boutique, on commande volontiers ses jouets d'un simple clic.
Regarde comme il était grand, c'est fou. Ici, il y avait les modèles réduits de voitures. Et là, c'était l'entrée. Regarde, un magasin de jouets, c'est dingue. Il vient d'ouvrir. Je ne l'avais jamais vu. Ils vendent des jeux de construction. Super. Il y a encore des gens qui essaient de percer avec un nouveau concept. Cool. La crise du coronavirus a encore accéléré un véritable changement structurel, en particulier dans les centres urbains. Nous savons que tous les centres-villes allemands ne sont pas forcément bien pourvus en commerce de détail. Ils ne sont pas tous attrayants et avant le coronavirus déjà, il y avait des locaux vides. Si à cause du confinement de mars-avril, d'autres boutiques ont dû fermer, ça n'a certainement pas aidé les magasins alentours. Avignon avait déjà un problème de vacances commerciales avant la crise sanitaire. En 2019, pendant la période de l'Avent, on dénombrait déjà 150 fermetures sur les 1300 commerces de la ville. Les commerçants se sont regroupés et ont organisé pour la première fois leur propre marché de Noël sans l'aide de la ville, qui avait fait une croix dessus en 2015, l'estimant trop peu rentable. En 2019, Claude Tumineau préside la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon. L'obligation d'ouverture, on reste là-dessus. 19h, mais le samedi, 10h, 19h. Ouais. Ça, c'est l'obligation. Et ensuite, ben, moi, je passe. Surtout le samedi. Ça m'étonnerait que le vin chaud, il ferme à 19h. Oui. Dernière réunion avant l'ouverture du marché de Noël d'Avignon 2019. De l'éclairage à la sécurité, il reste encore de nombreux points à régler. C'est vrai, c'est compliqué parce que bon, ben, on a les erreurs des débutants. Les commerçants, en plus d'organiser le marché de Noël, ils ont quand même leur boulot. Mais c'est pas grave, c'était une animation importante pour nous, et le retour de ce marché de Noël sur Avignon. Les commerçants financent eux-mêmes leur marché. Ben c'est pour 25 chalets, vu la taille des chalets, la qualité des chalets, c'est quelque chose qui va coûter 70 000 €. C'est lourd, quoi. Je veux dire, pour la fédération aussi, c'est un risque. On l'assume, et bon, ça se passe bien, je touche du bois. Et ça se passera bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est lourd. La vente au détail en magasin, de même que les e-commerce d'ailleurs, font très clairement une grande partie de leurs chiffres en période de Noël. Parfois, 20, 30, voire 40% de leur chiffre d'affaires annuel se fait entre octobre et fin décembre. C'est une période clé pour le commerce de détail. C'est pourquoi les marchés de Noël ont une aussi grande importance. Et voilà. Mais donc on peut dire que le marché est officiellement ouvert. Et merci à tous. Ce marché de Noël 2019, organisé par les commerçants, est un rendez-vous à ne pas manquer pour la maire d'Avignon, Cécile L, qui incite déjà les habitants à sortir faire leurs courses en ville depuis un certain temps. Nous, on a voté un moratoire à l'échelle de la commune d'Avignon qui interdit en fait toute extension ou toute création de nouveaux centres commerciaux. Et à force de cette mobilisation un peu générale, c'est vrai qu'on est considéré un peu comme territoire référent maintenant à l'échelle France. En 2020, Avignon est privé de marché de Noël pour cause de coronavirus. La France vit un deuxième confinement avec fermeture des magasins. Les commerçants s'inquiètent de plus en plus pour leur avenir. Cette peur de l'avenir, beaucoup de commerçants qui travaillent traditionnellement sur les marchés de Noël la ressentaient déjà avant la pandémie. Décembre 2019, à Hanovre. Paul Octavianidou et Katarzyna Tsetner, du Centre de conseil pour travailleurs détachés, font leur tournée. Ils recherchent les employés étrangers des manèges et des stands pour les informer sur leurs droits. Il est important que les travailleurs étrangers soient aussi bien payés que les travailleurs nationaux. Nous sommes dans l'Union européenne et tous ceux qui travaillent sur notre territoire doivent être logés à la même enseigne. À travail égal, salaire égal. Katarzyna et Paul Octavian parlent polonais, roumain, russe et français. Hallo, guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Rumänisch? La peur de perdre leur emploi empêche les travailleurs de parler ouvertement. Mais finalement, un employé de manège accepte de se confier à Paul Octavian.
Il vient d'Europe de l'Est et gagne considérablement moins que ses collègues allemands. On s'est disputé à cause de ça. Parfois, des Allemands viennent travailler 5 ou 6 heures. Et ils gagnent plus que nous. Alors que nous travaillons de 9 h du matin à 10 h du soir. On en a parlé à nos chefs et on attend leur réponse. Qu'est-ce qu'on fait s'ils refusent de nous payer? On vous appelle? Oui, tout de suite. Si on vous licencie du jour au lendemain, vous nous appelez sur le champ, car nous avons seulement 3 semaines pour aller en justice. Ce n'est pas une obligation, mais nous devons avoir la possibilité de le faire. Il gagne 1 200 € par mois. Enfin, on lui donne 300 € par semaine. Ce n'est rien si on considère qu'il travaille jusqu'à 15 heures par jour et que c'est un travail physiquement très dur. On est largement en dessous du salaire minimum. Des centres de conseil pour travailleurs détachés existent dans de nombreuses grandes villes allemandes et françaises. Ces personnes ignorent tout des structures allemandes. Ils sont contents d'être recrutés et ne se donnent pas la peine de s'informer. Ils partent du principe qu'en Allemagne, tout fonctionne comme il faut. C'est l'idée que fait passer la personne qui les recrute pour les attirer. Ensuite, il est trop tard, car ils veulent travailler pour pouvoir envoyer de l'argent chez eux. C'est pour ça qu'il est important de leur distribuer ces flyers, pour qu'ils puissent nous contacter au besoin en temps et en heure. Katarzyna et Paul Octavian ne font pas seulement de longues journées sur le marché de Noël. De plus en plus de travailleurs leur demandent conseil par ailleurs. Ils ont notamment aidé Slava Friptuleak, originaire de Moldavie. Il a travaillé comme livreur de colis jusqu'en septembre 2019 pour un sous-traitant d'une entreprise de logistique. Un jour, son véhicule de livraison est tombé en panne. Son employeur, qui ne le rémunère même pas au salaire minimum, lui a alors dit de le faire réparer à ses frais. Une aberration qui n'a rien d'exceptionnel dans la branche. Le dumping social se déplace vers l'Europe de l'Est. Le but des sous-traitants, c'est de faire le travail au moindre coût. D'autre part, c'est un secteur dans lequel on paie très souvent les gens au noir. Autrement dit, on essaie de contourner les charges sociales et les impôts. Le secteur des colis est hautement concurrentiel. Les marges sont faibles. On se décharge volontiers de la pression sur ceux qui ne peuvent pas se rebeller. De la pression de la concurrence et de la pression tarifaire qu'exercent les entreprises en général résulte une grande précarité. Pour survivre, les sous-traitants en sont réduits à trouver des combines qui leur permettent de maintenir leurs offres attractives. En Allemagne, 6 grands acteurs se partagent le marché des colis. Le numéro 1 est sans conteste DHL, avec 51% des parts de marché. En deuxième position, 3 ex-aequo ou presque, DPD, Hermès et UPS. Seuls DHL et UPS embauchent la majorité de leurs livreurs et les rémunèrent au tarif contractuel. Tous les autres travaillent principalement avec des sous-traitants, avec les problèmes que l'on connaît. En France, La Poste et ses filiales Colissimo, Chronopost et DPD France livrent 65% des colis. Et elles aussi ont recours à des sous-traitants pour environ 20% des colis. DHL, UPS et TNT se partagent une grosse partie du marché restant. La République de Moldavie est située entre la Roumanie et l'Ukraine. Près d'1 million d'habitants ont quitté leur pays comme Slava Friptuleak à la recherche d'un travail. En 2 ans, la Moldavie est passée de 3,5 millions à 2,5 millions d'habitants. Ici, Noël est devenu la fête des familles déchirées. La mère de Slava vit dans le centre de Chișinău, la capitale. Ses 2 fils sont partis chercher leur bonheur en Allemagne. Irina Friptuleak vit maintenant seule. En janvier 2020,
elle a passé les fêtes orthodoxes de Noël toute seule, ce qui ne l'a pas empêchée de préparer quantité de mets traditionnels. C'est la tradition. Que je sois seule ou accompagnée, peu importe. Je m'attends toujours à de la visite. Et mes invités ne doivent pas manquer. À 50 ans, elle passe son premier Noël sans ses fils. Oui, ils sont bien loin. Nous nous parlons par Messenger ou Facebook. Hier soir, quand ils ont vu tout ce que j'avais cuisiné, ils ont dit « Oh maman, tu as préparé un festin !» Le soir de Noël, la coutume veut que des musiciens aillent d'un foyer à l'autre répandre la joie et la bonne humeur à travers leurs chants. C'est une distraction bienvenue pour Irina. Quand ses fils lui manquent trop, elle se replonge dans ses souvenirs. Slava est l'aîné. Il a toujours rêvé d'aller en Allemagne. Quand il était petit, à 3 ou 4 ans, il ne connaissait que 2 pays, l'Allemagne et l'Angleterre. Et quand je lui demandais pourquoi il me parlait toujours de ces pays, il me répondait qu'il voulait y vivre. Eh bien voilà, il a réalisé son rêve. Malheureusement, même en Allemagne, il n'a pas une bonne situation. Il travaille beaucoup pour très peu d'argent. Cet été, je devais me faire opérer des reins, mais aucun de mes 2 fils n'a pu m'aider financièrement. Près de 2000 km séparent Irina et ses 2 fils, qui ne peuvent aller voir leur mère qu'une fois par an en autocar. Retour en Géorgie. Voilà presque 30 ans que Karl Moser vient superviser la récolte des pommes de pin au mois de septembre. Il possède la plus grande entreprise allemande de semences de sapin de Nordmann. 0 pomme de pin. Comment tu le sais? Je n'ai même pas besoin de jumelles pour voir qu'il n'y a rien sur ces sapins. J'en vois quelques-unes. Où? Là-bas derrière. Si tu regardes entre les arbres. Là-bas au fond. Il y a 3 fois rien. En temps normal, les sapins de cette région regorgent de cônes. Mais en 2019, c'est le néant. Une très mauvaise nouvelle pour les cueilleurs, dont la récolte des pommes de pin est la plus importante source de revenus de l'année. Pour moi, c'est la catastrophe. C'est mon seul travail. Karl Moser et son équipe partent explorer le secteur, à la recherche de sapins plus fructifères. L'un des cueilleurs habite dans un village de montagne appelé Ukeshi. Alexander Gogilidze compte sur les pommes de pin pour pourvoir à ses besoins et à ceux de son père. Pour 1 kilo de cône, il gagne au maximum 1 euro. Les pignons qui en sont extraits sont expédiés en Europe de l'Ouest, où ils sont vendus 20 à 40 fois plus cher. Je suis un simple paysan. Nous, on cueille, c'est tout. On n'est pas en position de force. Qu'est-ce qu'on y peut? Les garçons sont quand même contents de gagner de l'argent. Et s'il venait à tomber? C'est pas agréable comme idée. En fait, ce serait la pire chose qui puisse m'arriver. Honnêtement, je préfère pas y penser. Il a probablement gelé pendant la floraison, à moins que ce ne soit un problème de mauvaise pollinisation. Karl Moser s'inquiète aussi pour la qualité des pommes de pin et analyse quelques échantillons prélevés sur différents arbres.
C'est une catastrophe. Normalement, il devrait y avoir au moins 50 à 60% de bonnes graines. Les cônes par ici, on oublie. Ces deux-là sont bons, mais les autres ne sont pas fécondés. Pour les cueilleurs de pommes de pin, l'heure est grave. Ils risquent fort de ne rien gagner cette saison. Ce sont des choses qui arrivent. Je veux dire, c'est une mauvaise saison. Il y a peu de fruits à récolter et ça n'a pas de sens de les cueillir puisqu'ils ne contiennent pas de bonnes graines. C'est bon pour personne, ni pour nous, ni pour vous. Pour personne. Le lendemain, à Ukeshi, les cueilleurs attendent des nouvelles. Ils placent leurs espoirs dans les arbres situés plus haut sur la montagne. Une différence de 200 mètres d'altitude peut changer totalement la donne. Et de fait, Karl Moser a trouvé un secteur propice à la récolte. On ne s'attendait pas à de si bonnes nouvelles. Si la récolte est réellement bonne, c'est super pour nous tous. On va finalement pouvoir gagner un peu d'argent. En 3 ou 4 semaines, ses collègues et lui peuvent espérer gagner environ 1 800 €. Mon cœur et mon âme sont ici chez eux. Pour moi, la Géorgie commence et finit à Ukeshi. Je suis né dans ce village. J'y ai grandi. J'y vis encore. Et je n'en partirai jamais. Pour Alexander Gogilidze, il n'est pas question d'aller chercher son bonheur ailleurs, même si le seul travail qu'il ait ici est dur et dangereux. Retour en Allemagne. Slava Friptuleak montre à son frère Stanislav, qu'il a rejoint il y a 4 mois, comment il a vécu ici au début quand il travaillait comme livreur. Făcut cunoștință cu Meisler prin internet. Mi-a zis că este cameră, am unii trăie, tot normal. Adică tot normal, tot e la justa valoare, tot e super. Când am venit încoace, ne-au pus în keller străin. Aici, în casa asta. Slava a partagé le sous-sol de cette maison avec 11 autres hommes, tous venus d'Europe de l'Est. Les chambres faisaient 10, 20 ou 30 mètres carrés à tout casser. C'était une petite pièce très compacte où on vivait à 3. Chacun de nous devait payer entre 250 et 270 € par mois. Juste pour un lit. J'ai été très étonné quand j'ai su dans quelles conditions mon frère avait vécu ici. On n'aurait jamais cru qu'en Europe, dans un pays aussi développé que l'Allemagne, on puisse encore traiter les gens de cette façon. Slava est mon frère. Et je sais qu'il n'est pas venu ici pour se faire exploiter. Et moi non plus. Je suis venu pour vivre ma vie et bâtir mon avenir. Hubertus Heil, le ministre social-démocrate allemand du Travail et des Affaires sociales, s'est engagé à améliorer les conditions de travail des salariés du secteur des colis. En 2019, il a instauré un régime de responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants. Depuis, les acteurs de la branche logistique-transport peuvent être sanctionnés lorsque leurs sous-traitants ne s'acquittent pas des charges sociales. Ce régime a donné plus de pouvoir aux autorités. Lorsqu'une entreprise leur paraît suspecte, elles peuvent désormais organiser des contrôles et percer à jour des cas de dumping salarial. Pour les employés qui pâtissent de la situation depuis longtemps, ça ne va pas changer grand-chose. Mais au moins, cela permettra de pointer du doigt les mauvais payeurs et d'essayer de remédier au problème. La douane contrôle les transporteurs de colis. Si l'entreprise paie trop peu d'impôts ou de charges sociales, elle est sommée de s'acquitter de ses dettes. Hélas, cette nouvelle législation ne profite que très rarement aux livreurs. Nous avons demandé pourquoi au ministère allemand du Travail et des Affaires sociales. Réponse: il est trop tôt pour dresser un bilan.
Il faudra attendre 2 ans pour pouvoir en dire plus sur l'efficacité et la portée de la loi. D'ici là, des informations seront recueillies. C'était le 1er octobre 2020. L'ennui, c'est que les livreurs, et en particulier les livreurs étrangers, sont souvent dans l'incapacité de prouver combien de temps ils ont travaillé. Slava et Stanislav louent maintenant leur propre appartement. L'aîné a trouvé un poste d'opérateur de machine et le cadet un emploi de magasinier. Le 6 janvier 2020, ils passent leur Noël orthodoxe ici, sans leur mère. Eux aussi combattent la nostalgie en regardant des photos et des vidéos. Slava a un diplôme de professeur de musique. Il a étudié au conservatoire de Chisinau. Stanislav est danseur. Il faisait partie de la troupe d'un célèbre chanteur moldave. C'est très dur. Il y a 3 mois, j'ai eu la possibilité d'aller voir ma mère quelques jours. Je l'ai prise dans mes bras et nous avons pleuré. C'est dur. C'est très dur pour nous d'être aussi loin de notre mère. On est confronté à des gens à qui on donne tout et qui ne font que profiter de nous. Et on ne peut même pas pleurer dans les bras de sa mère. À Noël, le mal du pays est terrible. Ils n'auraient jamais pu imaginer un jour passer les fêtes loin de leur mère et de leurs amis. Je sais pas quoi dire. C'est triste. On va essayer de recréer un tant soit peu l'atmosphère des Noëls de notre enfance. Heureusement, il y a le téléphone et les appels et les messages vidéo. On va tout faire pour avoir l'impression de fêter un peu Noël ensemble, malgré la distance qui nous sépare. On va tâcher de trouver de bons boulots pour pouvoir faire venir notre mère. En ce moment, c'est ça notre objectif. Retour à Hanovre. En 2014, Heinz Lehmann et Volker Schaeffer ont ouvert un espace dédié aux événements autour du jeu dans la ville nouvelle, où les loyers sont meilleurs marché que dans le centre-ville. Avec ce nouveau concept, ils ont réussi à faire concurrence aux géants du net, jusqu'à l'arrivée du coronavirus. Ce virus est une catastrophe absolue pour nous. Tout s'est effondré. On a dû annuler 85 événements. On a été très durement touchés. Je n'aurais jamais cru qu'un truc pareil puisse nous tomber dessus. Ça marchait si bien. En janvier et en février, les affaires tournaient à merveille. Et tout à coup, ce maudit virus a fait irruption. Voilà à quoi ressemblait leur espace avant le coronavirus. C'était le premier magasin de jeux pour adultes de ce type en Allemagne. Et son succès en faisait un modèle pour les autres acteurs de la branche. On commence par les circuits Carrera. Quelqu'un est là pour vous expliquer les règles du jeu, et ensuite, mesdames, il va falloir être des hommes. Être un homme, ça consiste à ne pas penser, à s'amuser et à appuyer sur le champignon. Vous n'avez rien de plus à faire, ça suffit amplement. 40 € l'entrée pour 4 heures de jeu. Une formule qui fonctionnait particulièrement bien aux fêtes de Noël, enterrements de vie de garçon et autres occasions festives. Je n'ai aucune chance de faire fonctionner cet espace rien qu'en vendant des jouets.
Ça ne marche plus. Ici, ce sont les événements qu'on organise autour du jeu qui attirent les clients. Et ensuite, il arrive bien sûr qu'ils repartent avec des jeux. Mais ils ne viennent pas pour ça à la base. Ce que le retail physique peut encore offrir, ce sont des émotions. Nous devons penser autrement et nous demander comment présenter les choses à l'avenir. Avec notre petit magasin, ce qu'on fait, c'est qu'on montre qu'il est possible de rebooster le secteur physique des jeux en développant de nouveaux concepts. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer ici. Le mot-clé, c'est l'émotion. Septembre 2020. La pandémie oblige Heinz et son associé à repenser une nouvelle fois leur concept, qu'ils transfèrent sur le web en proposant des événements en ligne. Mais difficile d'égaler les sommes engrangées grâce aux gros événements organisés dans leur boutique en 2019. Cette année-là, leur chiffre d'affaires avait dépassé les 200 000 €. Es ist die 1044 mit der Karo 10 gewinnt ihr hier. Ici, ce sont les événements qui rapportent et qui nous permettent de payer notre loyer et tout le reste. La vente de jeux recommençait à mieux marcher, c'est vrai. Mais notre plus grande source de revenus restait les événements. Si on pouvait savoir ce que l'avenir nous réserve. En ce moment, tout est à l'arrêt. Quand on ne peut organiser aucun événement pendant 6 mois et que le magasin reste désespérément vide, c'est dur. Les deux associés continuent cependant à envisager l'avenir avec optimisme, en espérant retrouver bientôt un semblant de normalité. De tout temps, le vin chaud a été la star des marchés de Noël. Partout, comme ici à Hanovre, les stands de nourriture et de boissons sont ceux qui ont le plus de succès. Tout ce qui contient de l'alcool ou beaucoup de calories, du gras, du sucre, se vend très bien. Et ce pour plusieurs raisons. Mais avant tout parce que nous vivons dans une société où le rapport à la nourriture est très codifié. On est toujours en train de se surveiller et de se demander « est-ce que j'ai le droit de manger ça ?» ou « est-ce que j'ai encore le droit de manger tout court ?» Et la période de Noël est un peu comme une parenthèse où plus aucune règle ne s'applique. De ce point de vue, le marché de Noël est une sorte de défouloir, un lieu où on se lâche en mangeant et en buvant ce qu'on veut. Nous venons tous les ans à ce stand boire du vin chaud. C'est ici qu'il est le meilleur. Combien avez-vous payé? Ce n'est pas moi qui paie, c'est ma femme. 4,50 €, avec du rhum. Avec du rhum. Quand il n'y ajoute pas d'alcool fort, Dirk Buttischer vend son vin chaud 3,50 € le gobelet. Il se procure son vin chez un viticulteur rhénan. Il n'est pas donné. Il nous coûte à peu près 2,20 € le litre, plus TVA. Alors forcément, c'est plus cher que si on achetait du vin industriel. Quant à savoir combien il a gagné, je ne peux pas vous dire. Je le saurai quand je ferai les comptes, en fin de marché. Vous avez déjà de l'expérience. Ça a bien marché l'an dernier? Oui, plutôt. les recettes des stands de vin chaud ont toujours été tenues plus ou moins secrètes, car elles sont généralement assez spectaculaires. Le gobelet de vin chaud prêt à l'emploi revient à 1,30 € chez le grossiste. Le prix moyen sur les marchés de Noël tourne autour des 3 €. Après déduction des frais divers, loyers, impôts, il reste aux commerçants environ 50 centimes par verre. La marge est donc assez élevée. Et puisqu'on est dans les chiffres, notons qu'un gobelet contient environ 200 calories. D'ailleurs, qu'y a-t-il exactement dans le vin chaud? Nous avons fait analyser 5 échantillons, cher, moins cher, conventionnel, bio, provenant de marchés de Noël et de supermarchés. Le laboratoire examine le contenu, quantité d'alcool, de sucre, acidité, particularités microbiologiques. En comparant ces 5 produits, on a constaté des différences de qualité, à commencer par les vins utilisés. On a également remarqué de sérieuses différences au niveau des ingrédients ajoutés pour aromatiser le vin, et aussi du côté des édulcorants. Le taux de sucre varie énormément d'un échantillon à l'autre. Ça va d'environ 70 grammes par litre à 110 grammes par litre. Le vin chaud français du marché de Noël d'Avignon était le plus sucré, et de loin. La plupart des vins chauds vendus sur les marchés de Noël contiennent l'équivalent de 5 à 7 morceaux de sucre par gobelet.
Les différences de qualité et de goût sont plus grandes sur les marchés que dans le commerce, de notre point de vue. Non loin d'Avignon, à Veden, se trouve un grand centre de distribution postale. Corinne Rodriguez a commencé il y a 30 ans en tant que factrice. En 2019, elle livre principalement des colis. Ah oui, avec le Noël, là, on a beaucoup de colis. Alors, normalement, moi, je prends que les petits colis. Mais là, pour la période de Noël, on a des véhicules supplémentaires. Donc, de ce fait, moi, je prends tous les colis. En temps normal, 5000 colis sortent tous les jours de ce centre pour être distribués. Donc effectivement, à chaque période de l'année, en général aux alentours du mois de novembre, et ça dure jusqu'en environ Noël, nous avons une évolution très significative de notre activité, notamment l'activité colis, conséquence donc des fêtes de fin d'année. Et c'est d'autant plus, cette évolution est d'autant plus massive qu'avec les fêtes type Black Friday, on a une évolution de l'ordre de 200 à 300%. Le métier traditionnel de facteur distribuant principalement du courrier semble en voie de disparition. Depuis, j'allais dire, une dizaine d'années, nous subissons des baisses inexorables de l'activité courrier d'environ 5 à 7% par an. Et donc, même si des flux comme les colis se développent, nous n'avons pas d'autre solution pour maintenir, notre activité, de développer donc des nouveaux services. Depuis 2017, la Poste propose un service de visite à domicile aux personnes âgées. Corinne Rodriguez a suivi une formation spéciale pour pouvoir l'assurer. Ce service connaît un franc succès en période de Noël. Moi, je trouve que c'est un très bon service pour les personnes seules, comme la personne que je vais aller voir. Ça leur fait au moins un contact, c'est rassurant pour eux. Et moi, je trouve que pour moi aussi, ça m'apporte ces contacts avec les personnes, c'est ce qu'on recherche aussi dans mon travail. Donc je trouve que des deux côtés, on y gagne. Ce mardi de novembre 2019, sa tournée commence dans une petite ville où elle rend visite à Léa Balistreri, 82 ans. Corinne Rodriguez lui apporte son courrier et lui donne un peu de son temps. La durée des visites est fixée à 20 minutes. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour. Vous n'êtes pas trop fatigué? Votre courrier Voilà, aujourd'hui. ça. Et pour Noël, vous avez droit à un petit cadeau. Bon. Une belle journée. Bon. Et vous, ça va? Ça va. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi cette nuit. Bon, vous êtes en forme? Ah ben, à oui, peu près. il le faut bien. Hein. Oui. Ça Voilà, ça me reporte beaucoup de réconfort, surtout pour le moral. Quand on est seul, vous savez, c'est pas rigolo. Voilà. Mais avec comme Corinne, ça, on essaie de rigoler aussi. Oui, ah oui, Voilà. mais avec Corinne, On va pas je que les l'aime bien, côtés. je la connais On essaie depuis de très rigoler, longtemps, voilà. et puis je Oui, la connais, ça fait des ça années fait des années maintenant. Alors bon. Je l'aime beaucoup. Alors, ça fait que c'est un peu comme ma fille, quoi. Enfin, pour l'instant, tout il n'y a pas de problème. Vendredi, je suis là. De toute façon. La factrice note toutes les informations qu'elle juge importantes sur l'application qui sert à donner des nouvelles aux familles. Non, il ne faut pas tout écouter ce qui démontre. Rien de spécial aujourd'hui. Non. Tout va bien. Dans la maison non plus, pas de petits problèmes. Non. Tout roule bien. La plomberie, il n'y a plus de soucis. Non. Alors, ça fait... Avant le coronavirus, la fille de Madame Balistreri payait 20 € par mois pour ce service. Allez, le petit gris-gris. Un petit peu ça. Bon, Voilà. et ben voilà. Formidable. Oui, formidable. Pendant le confinement, au printemps 2020, la Poste a mis en place des mesures d'hygiène très strictes pour pouvoir continuer à assurer ses visites qu'elle a cessé de facturer. À bientôt. Noroc. Noroc. Salut. Da și căciul ai. Вот la cumpărături sняла качу. Da și n-avei căciul? Hai, sărbători fericite și vouă. Da, mersi mult și Matale sărbători fericite și cu
Да. Ne doar de casă, ne doar de matale, dar stăm aici și vedem ce mai putem face. Nu, da. Vedeți și voi, hotărâți voi singuri, hotărâți viața voastră. Irina aimerait rejoindre ses fils. Le gouvernement de la République de Moldavie est divisé et le pays est en proie à une vaste corruption. Je n'ai pas de perspective d'avenir ici, à cause de la situation politique de notre pays. Mais nous sommes de nature optimiste, mes fils et moi. Alors nous croyons que les choses peuvent s'améliorer. Il y a un an, Irina se rendait seule à l'office de minuit de l'église orthodoxe pour y prier pour ses fils. Noël 2020 se déroule sous le signe du coronavirus. Une situation inédite. Les commerces traditionnels surmonteront-ils la crise? L'avenir nous le dira. Si la situation sanitaire a modifié temporairement nos habitudes de consommation, est-ce qu'elle ne nous incite pas à remettre certaines d'entre elles en question? Faut-il vraiment que des cueilleurs de pommes de pin prennent autant de risques et que les livreurs se surmènent pour qu'on passe de belles fêtes? Noël, n'est-ce pas bien plus que ça? Quand on parle avec les gens, on se rend compte que beaucoup voient Noël comme une occasion de s'interroger sur soi-même, sur le monde, sur sa place dans le monde, sur l'avenir de la planète, sur Dieu. Bref, c'est un moment important de recueillement.